Mes chers compatriotes, bonsoir. Je veux vous parler aujourd'hui de la situation du pays qui est catastrophique, ça vous le savez, mais dans une proportion considérable. Je veux parler de la situation financière de notre pays et surtout, plus grave peut-être encore, l'inconscience, l'incompétence énorme avec laquelle notre pays est géré dans ce domaine. Nous avons affaire en fait à des dirigeants dont on ne sait pas ce qui l'emporte en eux entre l'incompétence crasse, le mensonge éhonté et la pure imbécilité. Enfin, c'est sans doute un mélange subtil des trois qui laisse pantois. Alors, de qui je veux parler ? Je veux parler évidemment du Mozart de la finance, Emmanuel Macron, et du romancier pornographique qui sert de ministre des Finances. Je veux parler de M. Bruno Le Maire, vous savez, qui passe son temps, plutôt que de s'occuper des finances de la France, à écrire des romans à jet continu avec bref, vous savez ce que je veux dire. Je ne parle pas de Madame Elisabeth Borne, qui est là, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Les premières ministres, enfin, elle pèse une plume, elle est de plus en plus transparente, la pauvre. Elle va bientôt disparaître comme le brouillard quand le soleil se lève, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. En attendant, je voudrais vous parler de la situation parce que ça a commencé, on a eu une espèce de festival ces derniers jours de choses énormes. On a d'abord eu M. Macron, président de la République, qui a annoncé tout à trac qu'il allait parler à la télévision. En fait, tout le monde s'en fiche. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Dimanche soir, il a pris la parole pour parler. Bon, très bien. C'était, je crois, le dimanche 24 septembre. Personne ne l'a écouté, en fait. Voilà. Alors après, on a vu quelques échos de presse. Et notamment, il a dit qu'il avait baissé de 60 milliards d'euros les impôts en 6 ans, que c'est donc un tour de force. Le problème, c'est que c'est absolument faux, mais archi faux. Voilà, il n'a pas du tout baissé de 60 milliards d'euros les impôts. Il y a effectivement la taxe d'habitation qu'il a supprimée dans certaines conditions, etc. Ça, c'est tout à fait exact. Mais il a augmenté les impôts par ailleurs, les taxes, etc., de telle sorte que les prélèvements obligatoires en France ont atteint en fait un nouveau record depuis qu'il est à l'Élysée. Voilà, donc il ment. Mais il ment d'une façon incroyable parce que on peut tolérer d'un gamin de 6 ou 7 ans qu'il mente, et puis bon, tout le monde sait qu'il ment, donc voilà, il va se faire réprimander, mais c'est un peu de son âge, bon. Mais quand même, un président de la République qui dit des énormités, il croit quoi ? Il croit que personne va se dire, mais attendez, on va vérifier bon. Alors ça, c'est pour ce qui concerne Macron, mais pour ce qui concerne Bruno Le Maire a fait une conférence de presse ces jours-ci en nous annonçant donc, à grand renfort de propos lyriques, qu'il avait commencé la procédure d'un désendettement de la France. Il en a même fait un article de journal. Il a été interrogé par Le Figaro qui a titré que Bruno Le Maire tire le signal d'alarme. Il faut faire du désendettement un de nos principaux axes politiques. Alors déjà, on peut trouver assez extraordinaire que quelqu'un qui est ministre des Finances depuis 6 ans et demi, depuis le mois de mai 2017, tire la sonnette d'alarme 6 ans et demi après en disant la situation financière est catastrophique. Enfin, je sais pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais a priori, quelqu'un qui est là depuis 6 ans et demi, il devrait au contraire convoquer la presse 6 ans et demi après en disant regardez tout ce que j'ai fait de bien et comment la situation financière s'est améliorée. S'il nous convoque, s'il dit les Français attention, la situation financière est catastrophique, c'est que c'est une nullité, et s'il reste en poste, c'est une nullité venimeuse, nocive. Il faut absolument s'en débarrasser. Il nous a expliqué dans le même moment qu'il voulait lutter contre l'endettement, que la priorité était un désendettement rapide et massif de la France. Ça, c'est très bien. Là, tout le monde ne peut qu'être d'accord. C'est d'extrême urgence, en effet, puisque la France est absolument surendettée. Mais il nous a expliqué dans le même mouvement qu'il avait prévu un déficit public de 172 milliards d'euros. 172 milliards d'euros de déficit pour l'État, compte non tenu des déficits sur la sécurité sociale, des déficits sur les collectivités locales et des déficits sur les régimes de retraite. Ça veut donc dire que
si se désendetter, la France commencera à se désendetter au sens strict, c'est-à-dire faire baisser sa dette, lorsqu'elle aura plus de recettes que de dépenses. Là, monsieur Le Maire nous explique que la France va se désendetter et au même moment que nous allons avoir un déficit de 172 milliards d'euros uniquement pour l'État, donc avec tout le reste qui va en plus, c'est-à-dire qu'en fait, il va augmenter considérablement l'endettement. Donc, je sais pas, soit il est complètement siphonné, soit il ne comprend rien à ce qu'il dit, soit il ment effrontément en pensant que ça va pas se voir. Mais auquel cas, il est vraiment complètement siphonné, parce que ça se voit comme le nez au milieu du visage. Il a d'ailleurs annoncé qu'il aurait des besoins de financement. La France va sans doute émettre des obligations sur les marchés financiers au cours de l'année 2024, supérieurs encore aux besoins qui ont été formulés cette année en 2023, c'est-à-dire le montant de 270 milliards d'euros a été lancé, ce qui signifie que la France, en fait, est aux abois financièrement. Elle est là, la réalité. Alors, face à ça, il y a toujours ceux qui se lamentent en disant la France est en faillite, la France est ci, la France est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Je voudrais ici dire ce que j'ai lu dans les journaux. Si j'ai bien compris, Bruno Le Maire a annoncé 16 milliards d'euros d'économies, avec notamment la fin du bonus sur l'essence. 16 milliards d'euros, c'est une somme importante, je ne dis pas le contraire, c'est même réellement important. Mais ça reste pas du tout ça ne reste absolument pas conforme aux besoins d'économie qui sont les nôtres, puisque il a prévu, rien que sur l'État, un déficit, je le disais à l'instant, de 172 milliards. C'est-à-dire que c'est une économie qui représente même pas 10% des économies qu'il faudrait faire. Donc ce qu'il appelle la rigueur, etc., c'est même pas 10% des économies qu'il faudrait faire, j'insiste. Et puis en même temps, comme dit Macron, on apprend qu'il y a des dépenses nouvelles qui vont être engagées. 10 milliards d'euros. Et notamment, M. Macron a annoncé l'embauche de 8000 fonctionnaires, dont plusieurs centaines de fonctionnaires pour assurer la transition écologique. Alors, franchement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas compris l'extrême gravité de la situation dans laquelle on est. La gravité de la situation est telle qu'il faudrait un grand coup de balai dans cette histoire. J'en profite pour rappeler ici les propositions que moi j'avais faites lors de la campagne présidentielle de 2022, où j'ai dit et j'ai annoncé à quel point la France doit faire des économies, mais des économies considérables maintenant. Il faut tailler à la hache. J'avais proposé, je rappelle, la sortie de l'Union européenne. Il y a au moins 18 milliards d'euros d'économies entre ce que nous donnons à l'Union européenne et ce que nous recevons. À quoi s'ajoute effectivement la fin des procédures, les 16 milliards d'euros d'économies de Bruno Le Maire, on les reprendra à notre compte, notamment pour adoucir le prix de l'énergie. Parce que moi, pour adoucir le prix de l'énergie, je ne fais pas comme M. Macron et M. Bruno Le Maire, qui font des cautères sur des jambes de bois. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des bonus ? C'est parce que la situation est catastrophique pour beaucoup d'entreprises et de particuliers. Et donc je l'ai dit une fois, 2 fois, 10 fois, ça fait des années que je le dis, il faut que la France sorte de l'Union européenne, que la France interdise la privatisation d'EDF, etc., et que l'on restitue aux Français l'électricité à un prix bon marché et constant auquel ils ont droit, puisque c'est le fruit des efforts qu'ils ont consacrés, eux, leurs parents et leurs grands-parents depuis les années 60, pour la constitution d'un grand parc électronucléaire. Donc, moi, il n'y a pas besoin de faire des chèques ici et ça. Nous, on sort du prix de l'électricité fixé par Bruxelles à la demande des Allemands pour faire chier les Français. C'est ça la vérité. Deuxièmement, moi, j'arrête les sanctions à l'égard de la Russie et je renoue avec la Russie pour acheter, par l'intermédiaire du gazoduc Droujba, qui d'ailleurs passe par l'Ukraine, je peux être certain que la Russie nous fera un prix d'amis justement trop contente de faire sauter le blocus. Je rappelle que le problème que nous avons en matière d'énergie nous a été imposé par l'oncle Sam, qui nous a interdit d'acheter du gaz russe à des prix intéressants,
pour nous forcer en fait, on l'achète par des moyens détournés beaucoup plus chers que ce qu'il vaut, parce qu'on est obligé de toute façon d'en acheter. Et puis on est obligé d'acheter du gaz naturel liquéfié à partir des gaz de schiste bitumineux qu'on trouve aux États-Unis à des prix absolument ruineux. Les Américains nous vendent ça 5, 6, 7 fois plus cher que ce que ça coûte. Et en plus, ça dévaste l'environnement aux États-Unis. Donc à partir du moment où nous, on arrêtera la politique délirante que nous avons vis-à-vis de la Russie, à partir du moment où on arrête les sanctions contre la Russie et on dit que nous, on veut bien acheter du gaz russe, eh bien, on aura le gaz au même tarif que les Hongrois, d'ailleurs, qui ont fait un bras d'honneur à la Commission européenne. Et nous, on le fera d'autant plus qu'on sortira de l'Union européenne. Donc, pas besoin d'avoir tous ces procédés qui sont ruineux pour le budget de l'État. Et donc, ça fera des économies considérables. Je rappelle au passage que le gazoduc Nord Stream a été saboté par les États-Unis il y a 1 an. Maintenant, tout le monde est au courant, même si il y a des combats d'arrière-garde de la CIA qui, par l'intermédiaire des médias interposés en France, essaient de faire croire qu'il y aurait encore un petit doute sur qui a saboté les gazoducs. Mais ce que personne ne nie, en revanche, personne n'en parle, mais personne ne nie, c'est qu'il y a toujours un gazoduc qui s'appelle gazoduc Fraternité, Druzhba, et qui passe de la Russie et qui va irriguer justement la Hongrie en gaz russe et qui passe par l'Ukraine. Et que l'Ukraine se sert au passage, elle prend ses taxes, et elle n'a pas fait sauter, évidemment, ce gazoduc russe. Hein. C'est pour vous montrer à quel point les Français et les Allemands sont les dindons d'une farce absolument inouïe. C'est-à-dire que l'Ukraine, les États-Unis ont fait en sorte que on ne peut pas acheter du gaz russe par le gazoduc Nord Stream, qui contournait, il est vrai, les pays de l'Est et notamment l'Ukraine. Mais en fait, eh bien, si on le veut, demain, on peut acheter du gaz par l'intermédiaire du gazoduc Druzhba qui passe par l'Ukraine. Je reviens à mon propos sur les économies que l'on peut faire. On peut également, et on fera des économies, je l'avais mis dans mon programme, en sortant de l'OTAN. Parce que nous participons à l'OTAN, aux structures de l'OTAN, c'est pas des sommes considérables, mais enfin, il y a, je crois, quelque chose comme 400 millions d'euros à gratter. J'ai déjà dit aussi que nous voulons tailler dans le millefeuille administratif, tailler dans le vif, parce que c'est là un des éléments importants de gaspillage dans la société française. C'est pas le seul, il y en a bien d'autres, mais ça, c'est un élément important. C'est que nous avons un millefeuille administratif énorme. Je rappelle qu'on a des communes, des communautés de communes, on a des villes métropoles, on a des départements avec les structures de l'État et les structures des collectivités locales, donc le conseil départemental, les conseillers départementaux. On a au-dessus de ça les régions avec les conseils régionaux. Au-dessus de ça, on a la République française. Et au-dessus de ça, on a l'Union européenne. Et on a encore au-dessus un certain nombre d'organisations internationales auxquelles on est obligé de donner de l'argent, notamment l'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, enfin, etc., etc., etc. Donc on a en fait un empilement de structures que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai fait une conférence sur le sujet, à laquelle je vous renvoie, qui explique le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'en France, on ait autant de structures dans ce millefeuille. En attendant, dans le programme que j'avais proposé, il y a l'idée de supprimer, augmenter simplement les régions comme collectivités territoriales de plein exercice. Je renvoie à ma vidéo, je ne vais pas en faire ici comment dirais-je, si ça vous intéresse, allez voir le pourquoi. Les régions ont été créées en 1972 sous forme d'établissement public régional par Georges Pompidou. Il y avait quelques fonctionnaires. C'était un établissement public administratif. Voilà. Et en fait, il a fallu attendre 1982 et François Mitterrand pour créer les collectivités territoriales de plein exercice et créer des régions de plein exercice avec quelque chose comme 1785 conseillers régionaux qui ont chacun leur secrétariat, leur chef de cabinet, directeur de cabinet, les collaborateurs, puis les hôtels de région, et puis toutes les voitures avec chauffeur, avec ci, avec ça pour les présidents de commission, etc., 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 plus les frais d'études, les frais de voyage, plus les frais de réception, plus, et tout ça, en fait. Il faut bien que quelqu'un paye. Or, ceci n'existait pas jusqu'en 1982.
C'est tellement vrai ce que je dis que depuis 1982, il a fallu que les pouvoirs publics se sont creusés la tête pour savoir quelles allaient être les attributions de ces conseillers régionaux. D'où d'ailleurs des problèmes sans fin de répartition des pouvoirs entre les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux, la République française et puis l'Union européenne, et avec des gens qui tirent toutes les sonnettes pour avoir des subventions à tous les niveaux. Donc nous, ce que l'on propose, c'est d'en revenir aux établissements publics régionaux de 1972, voilà, avec quelques dizaines de fonctionnaires qui feront de la coordination régionale là où il y en a besoin. L'économie est de l'ordre peut-être de 4 à 5, peut-être plus, milliards d'euros. Pourquoi du Rassemblement national jusqu'à LFI, personne ne vous propose ça? Mais parce qu'ils ont tous, Rassemblement national et LFI compris, ils ont tous des élus qui sont là et qui mangent à la gamelle, bien sûr. Donc il est hors de question, évidemment, qu'ils retirent ça. On a donc une caste politique qui s'est, à tous les niveaux du millefeuille, s'est incrustée pour essayer de vivre sur la bête. Alors c'est pas tout, il y a aussi beaucoup d'autres économies à faire, notamment des économies à faire en matière de prestations vis-à-vis des associations. La France, plus exactement certains ministères, se sont fait les spécialités de distribuer de l'argent public à des associations. En veux-tu, en voilà. N'en veux-tu pas, en voilà quand même. C'est incroyable. Donc il y a une nécessité d'avoir un gigantesque audit des dépenses publiques et notamment des subventions aux associations. Je pense par exemple, et je l'avais dit dans mon programme, qu'il faut interdire les subventions à des associations dont l'objet même est de contourner les lois françaises. J'en parle en particulier sur les questions migratoires qui sont la une de l'actualité. Il est quand même absolument incroyable. Ça ne se voit dans aucun pays au monde, à part la France, ou peut-être l'Allemagne. Mais ça prouve que nous sommes en pleine anarchie. Nous avons des collectivités locales en France, le département des Pyrénées-Orientales, le département du Finistère, la ville de Paris, pour ne pas la citer, qui versent des subventions chaque année, c'est un exemple. Mais à l'association SOS Méditerranée, qui finance le navire Océan Viking, qui est un navire qui va faire du passage de clandestins au large des côtes de Libye pour ensuite emmener des migrants soit à Gênes en Italie, soit à Toulon. Alors même que ça contrevient expressément aux politiques migratoires des pays de l'Union européenne et notamment de la France, et alors même qu'il ne s'agit pas du tout de migrants qui sont en difficulté, on va les chercher à 4 kilomètres des côtes. Ensuite, il y a un narratif, c'est-à-dire une présentation mensongère qui est organisée pour faire croire aux gens qu'il s'agirait de personnes qui sont en train de se noyer en pleine mer, ce qui est faux. Et quand bien même, d'ailleurs, ce serait vrai, parce que ça peut arriver, il peut y avoir des cas où effectivement ça peut arriver, à ce moment-là, le droit de la mer prévoit que ces gens doivent être amenés au port le plus proche. Et là où l'Océan Viking va chercher les migrants, le port le plus proche, c'est soit les côtes de Libye d'où ils viennent, soit Djerba ou Sfax en Tunisie. Ça n'est pas du tout remonté toute la Méditerranée. Bon, j'ai déjà parlé de ces questions migratoires, mais là où j'insiste, c'est que nous avons des associations payées sur fonds publics, dont l'objet est donc de contourner la volonté majoritaire des Français qui s'est traduite dans des lois. On pourrait trouver la même chose sur toute une série de prestations sociales, ou par exemple sur les fonds versés à l'Europe qui servent à des associations proches des frères musulmans. Il y a donc un grand examen à faire de tout ceci à la loupe. Il faudrait aussi examiner les prestations sociales qui sont beaucoup trop généreusement versées dans certains cas. D'ailleurs, sur la sphère Internet, on a vu ces jours-ci des scandales qui apparaissent les uns après les autres, où l'on voit que des gens sont abonnés au RSA. Il y a même des gens qui ne vivent plus en France, qui, à partir du moment où on a une adresse en France, ils touchent du RSA, etc., etc. Enfin, il y a quand même une gabegie absolument générale. Que fait Macron ? Que fait Bruno Le Maire de ça ? Rien. Rien. Il ne touche à rien. Et en revanche, il crée de nouveaux postes de fonctionnaires.
Voilà, ça veut donc dire qu'en fait, eh bien, nous accélérons notre course au désastre, en fait. Nous allons accélérer notre course au désastre qui va forcément très mal se terminer, puisque, encore une fois, nous ne serons pas dans les critères de Maastricht. Je signale qu'au cours des 20 dernières années, la France n'a fait que du déficit, que du déficit public, mais au cours des 20 dernières années, il n'y a que 8 années sur 20 où le déficit a été inférieur à 3%. C'est-à-dire que dans 12 cas sur 20, le déficit a été largement supérieur à 3%. C'est-à-dire à la limite maximum fixée par les critères de Maastricht. Notamment, on n'en parle pas suffisamment par rapport au désastre intellectuel et conceptuel que ça a représenté. Vous savez que la France s'est endettée d'une façon absolument considérable à l'occasion de la Covid-19, puisque le Mozart de la finance, M. Macron, a eu l'idée extraordinairement stupide, en parfaite complicité avec Monsieur Édouard Philippe, son Premier ministre, qui sont tous collectivement, et avec M. Bruno Le Maire, tous les trois sont absolument solidairement responsables du confinement et du fait de payer les gens à ne rien faire pendant des mois et des mois. Macron, Édouard Philippe, puis Castex, et de toute façon Bruno Le Maire, ont contribué à augmenter l'endettement public de la France de 1 000 milliards d'euros. Donc on en a pour des générations et des générations et des générations. Or, on pouvait très bien ne pas le faire. Il suffit de prendre l'exemple de la Suède. La Suède qui a décidé de ne pas faire de confinement. La Suède qui a décidé de ne pas payer les gens à ne rien faire. La Suède qui n'a pas augmenté du tout son endettement pendant la période de la Covid. Et la Suède qui a, en nombre de morts par habitant, moins de morts que la France de la Covid. Je voudrais ici donc signaler que ce qui nous pend au nez, c'est une procédure pour déficit excessif. Et donc tout le monde anticipe qu'en 2024, la Commission européenne va lancer une procédure contre la France pour déficit excessif. Certains se rassurent, comme M. Bruno Le Maire, en pensant qu'il y a la moitié des pays de la zone euro qui vont faire l'objet d'une procédure en déficit excessif. Mais enfin, c'est la Commission européenne qui nous dira comment tailler dans les dépenses publiques. C'est la Commission qui nous l'imposera au lieu que ce soit nous qui choisissions. Je rappelle aussi que pour régler les problèmes de déficit public, il faut aussi s'attaquer aux problèmes à la racine, c'est-à-dire toute une série de politiques démentes que nous avons qui nous sont imposées par l'Union européenne. Je rappelle par exemple que l'on ne pourra pas lutter contre les déficits si on ne rétablit pas un contrôle d'échange des mouvements de capitaux. Actuellement, tout le monde le sait, ça n'est pas parce que c'est uniquement la gauche qui le dit et l'extrême gauche qu'ils ont tort, ils ont raison sur ce coup-là. Il y a toute une série de grands groupes industriels ou de très grandes fortunes qui ne payent pas assez d'impôts, qui organisent leur insolvabilité fiscale avec des mouvements, des jeux d'écriture et des mouvements de capitaux. Il n'est pas normal que la plupart des grands groupes payent très très peu d'impôts, des très grandes fortunes ne payent pas d'impôts en France. Ça s'appelle la libre circulation des mouvements de capitaux qui a été imposée par l'acte unique de 1986 et gravée dans le marbre du traité de Maastricht. Et alors, lorsque LFI gueule contre le fait qu'il y a l'évasion fiscale pour les très grands groupes et les grandes fortunes, le problème c'est qu'ils ne disent pas que c'est l'Europe qui nous l'impose, qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux. Et quand ils le disent, ils disent oui, mais il faut changer d'Europe, nous on va faire comme ci, sauf qu'ils ne disent pas qu'on ne peut justement pas changer d'Europe puisque ça change à l'unanimité. Et lorsqu'ils disent on le fera quand même, etc., ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à ce moment-là, on sera traîné devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et que là, ce seront des amendes qui tomberont sur la France par centaines de millions d'euros. Voilà. Et quand ils disent on paiera pas, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à ce moment-là, on sera déféré devant la Cour internationale de justice. Et puis ça veut dire aussi qu'on aura les menaces de la Banque centrale européenne et de l'Allemagne qui dira si vous continuez ce petit jeu, nous on coupe les vivres, c'est-à-dire que la BCE ne rachète pas sur le marché secondaire les obligations d'État. C'est-à-dire que les taux d'intérêt vont s'envoler sur la dette française. Enfin bref, croyez-moi, ça fait 16 ans et demi que je vous le dis, nous sommes faits comme des rats parce que nous sommes ligotés par les contraintes de l'Union européenne.
Parce que, par exemple, notre participation à l'euro, c'est une monnaie qui est trop chère par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Donc, nous avons des déficits commerciaux géants de l'ordre de 164 milliards d'euros ces temps-ci sur 12 mois. 160... On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France depuis Vercingétorix. Et donc, à partir du moment où on a ces déficits commerciaux géants, on a également des moindres rentrées fiscales. On a des moindres rentrées. L'impôt sur les sociétés ne rentre pas bien. On a, quoi qu'en dise la propagande macroniste, toute une série de chômeurs cachés qui donc ne peuvent pas cotiser de cotisations sociales. On a donc toute une série de rentrées qui ne sont pas là. Et en revanche, comme la situation est grave au niveau, justement, du niveau de vie, eh bien, on est obligé de donner de l'argent comme ça au public pour essayer de calmer la colère populaire. Les politiques délirantes que nous avons avec les sanctions contre la Russie, mais pas seulement contre la Russie, on a sanctionné des quantités de pays au monde, c'est délirant. Ça coûte de l'argent. La politique de soutien à l'Ukraine nous coûte des milliards d'euros. C'est délirant. Le fait que la Commission européenne ait accepté de faire entrer en France tous les produits ukrainiens, notamment les produits agroalimentaires, sans aucun droit de douane, a pour effet, c'est un exemple encore, a pour effet que les importations de poulets ukrainiens en France, qui sont des poulets aux hormones, en batterie, industriels, dans des conditions d'hygiène épouvantables, enfin tout ce qu'on aime, quoi. En fait, c'est une production, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, c'est un milliardaire mafieux proche de Zelensky, c'est un pléonasme, mafieux proche de Zelensky, c'est le pléonasme. Mais enfin, ça veut dire que les importations de volailles en France en provenance d'Ukraine, de poulets, ont augmenté de 75% au cours des 6 derniers mois. Ça veut donc dire que l'interprofession, l'Association nationale pour la volaille, enfin ça s'appelle Envol, l'interprofession des producteurs de volailles tire la sonnette d'alarme. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, refuse de lever le petit doigt pour aider et pour imposer une clause de sauvegarde. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir aussi du chômage, il va falloir subventionner. On est dans un cercle vicieux dans absolument toutes les catégories de l'activité économique. La réalité, elle est là. Je terminerai en faisant une comparaison qui est, me semble-t-il, saisissante et éclairante. Monsieur Macron et son gang d'imposteurs et de nullités comme Édouard Philippe ou bien Marc Fesneau ou bien monsieur Bruno Le Maire, etc., sont au pouvoir depuis mai 2017. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous voici en octobre 2023. Il s'est donc écoulé à peu près 6 ans et demi. 6 ans et demi. Macron, en 6 ans et demi, Macron plus Bruno Le Maire, plus Édouard Philippe, etc., Macron a augmenté la dette publique française de 1000 milliards d'euros, en gros, c'est-à-dire 50% de dette supplémentaire. C'est une somme absolument inimaginable. Je rappelle qu'en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président, il a choisi comme Premier ministre François Fillon. Et François Fillon, vers 2007, avait fait des déclarations d'ailleurs assez inopportunes, mais dans lesquelles il disait « Je suis à la tête d'un État en faillite, nous avions 2000 milliards d'euros de dette ». Donc c'était en 2007. Et puis après, petit à petit, sous Hollande, ça a un peu grimpé. Et puis sous Macron, à la fois quand il était ministre de l'économie, puis quand il a été président de la République, on a eu cette explosion. Retenez bien ça. En 6 ans et demi, Macron a fait croître la dette publique française de 50%, plus 1000 milliards d'euros. Et la comparaison que je voudrais faire, c'est avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est revenu au pouvoir dans des conditions, je ne suis pas là pour les expliquer, avec l'affaire du 13 mai 1958, avec la France était au bord de basculer dans la guerre civile à cause de ce que l'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. Et donc, de Gaulle est revenu au pouvoir dans des conditions constitutionnelles contestables, et on a appelé celui qu'on appelait à l'époque le plus célèbre des Français, puisqu'il était l'homme du 18 juin 40. Après, il s'était retiré dans sa propriété de Colombelles-les-Deux-Églises, et donc il avait été à l'écart du pouvoir. Et puis la situation ne faisait qu'empirer, et René Coty, le président de la République, le dernier président de la 4e République, a eu recours à Charles de Gaulle,
ainsi que la représentation nationale. On a demandé à De Gaulle à l'automne, enfin à l'été, de préparer une nouvelle constitution, parce que De Gaulle a dit « je reviendrai au pouvoir à condition de se débarrasser du régime des partis », régime des partis qui avait mené la France à la ruine. Et donc il avait proposé cette constitution de la Ve République qui donne beaucoup de pouvoir au président de la Ve République et qui de façon à rendre l'exécutif efficace. Mais évidemment, ça dépend aussi des hommes qui sont ensuite en charge d'appliquer cette constitution. Cette constitution a été ratifiée par les Français par le référendum du 4 octobre 1962. Et puis dans les semaines qui ont suivi, on a eu la préparation de l'élection présidentielle qui, à l'époque, était en fonction de ce qu'on appelait le collège avec les parlementaires, toute une série d'élus locaux, qui étaient ceux qui élisaient le président de la République. On avait gardé au début de la Ve République la procédure de la 4e République. Arrive donc l'élection présidentielle, je crois que c'était le 5 décembre 1958, et donc Charles de Gaulle est élu président de la République pour un mandat de 7 ans, s'achevant donc en décembre 1965, c'est son premier mandat. Et entre-temps, en 1962, comme vous le savez, il fera un nouveau référendum pour proposer aux Français d'élire le président de la République au suffrage universel, ce qui fut accepté. La Constitution de 58 a été acceptée par référendum des Français, et puis donc De Gaulle prend le pouvoir et s'installe vraiment à l'Élysée pour travailler. Lorsqu'il découvre les finances publiques à l'époque, il y a une dette publique extérieure. Je parle de la dette publique extérieure, je ne parle pas de la dette publique globale, parce qu'il y avait la dette publique intérieure, c'était notamment les bons du Trésor détenus par les Français eux-mêmes. Mais la dette publique extérieure, ce qui est très important, puisque c'est ça qui, en fait, assure ou non notre indépendance nationale, était importante. Et De Gaulle avait été hérité d'une espèce d'ardoise géante à l'époque qui était de 3093 millions de dollars. Ça paraît très peu, ça fait 3 milliards de dollars, mais ce n'étaient pas les mêmes dollars, évidemment, en 1958, que ce que c'est devenu. À l'époque, c'était corrélé à l'or. Le dollar était as good as gold, ça valait autant que de l'or. Sur les billets de dollars, il était marqué redeemable on gold on demand at the United States Treasury, c'est-à-dire que c'était convertible en or à la demande auprès du Trésor public des États-Unis d'Amérique. Donc un dollar, c'était presque, pas tout à fait, mais c'était presque 1 gramme d'or. C'était vraiment très précieux à l'époque. Le dollar d'aujourd'hui a perdu plus de 99,9% de sa valeur par rapport au dollar de l'époque. En attendant donc l'ardoise qu'avait laissé la 4e République, notamment le MRP, le parti de Robert Schuman et de Jean Monnet, notamment la SFIO, le parti de Guy Mollet, de Mitterrand, etc., ces partis qui étaient des partis qui avaient été aux affaires, qui avaient géré la 4e République, qui étaient complètement vassalisés par les États-Unis, complètement otanisés, complètement européanisés. C'est eux qui avaient accepté notamment de préparer puis de signer le traité de Rome qui a été donc signé le 25 mars 1957 sous la présidence du Conseil de Félix Gaillard et sous la présidence de la République de René Coty. Eh bien, tout ça, ils avaient endetté la France. C'est ce que De Gaulle dénonçait sous le nom de régime des partis, en disant que c'était des incapables. Ben, nous y sommes revenus, en fait. En fait, nous avons un régime des partis. Et les Français ont besoin d'un nouveau De Gaulle qui balaye toute cette histoire de gens qui sont incompétents et qui endettent la France. Donc De Gaulle fait le point et il découvre donc qu'il y a une ardoise à rembourser de 3093 millions de dollars. C'est la dette extérieure. Et en fait, à l'époque, les endettements extérieurs sont relativement quand même circonscrits. Les marchés financiers sont beaucoup moins développés qu'ils ne le sont aujourd'hui, bien entendu. Et cette dette était due essentiellement à 2 pays, essentiellement aux États-Unis d'Amérique et un petit peu au Canada. C'était les 2 pays auxquels la France devait de l'argent, mais essentiellement aux États-Unis. 3093 millions de dollars. 1er janvier 1959, De Gaulle se fixe comme objectif de rembourser cette dette. Le gouvernement prend la décision de faire un remboursement
Donc depuis 1959, 60, 61, 62, 63, tous les ans, à la demande express de De Gaulle, on a procédé au remboursement de cette dette en remboursement anticipé. Et le 30 juin 1965, ou en juin 1965, le gouvernement annonce le remboursement anticipé de 175 millions de dollars, ce qui est une somme très 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 considérable à l'époque, pour atténuer cet endettement, pour diminuer encore cet endettement. De telle sorte que on en arrive au 1er juillet 1965, 6 ans et demi après le 1er janvier 1959, et comme vous le voyez dans cet article du journal Le Monde, le gouvernement fait un remboursement anticipé plus important encore que les années précédentes, et nous tombons à 457,7 millions de dollars. En 6 ans et demi, De Gaulle a fait passer l'endettement extérieur public de la France, essentiellement dû aux Américains, de 3 093 millions de dollars. Encore une fois, c'est des dollars qui valent beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. C'est 100 fois, c'est très très supérieur à ce que c'est aujourd'hui. De Gaulle a fait passer de 3 093 à 457,7, c'est-à-dire une baisse de notre endettement public de 85,2%. Et De Gaulle, d'ailleurs, va continuer les remboursements pour qu'à la fin 65 et au cours de l'année 66, il ait le plaisir d'annoncer que la France a désormais plus aucune dette publique extérieure. La France est redevenue un pays souverain et indépendant. Il ne l'a pas fait en 6 ans et demi, il l'a fait en gros en 7 ans. 7 ans. Voilà ce que je voulais dire. C'est que vous avez devant vous ce qu'est une bonne gestion et une mauvaise gestion. Sur la même période de 6 ans et demi, qui est une période finalement relativement courte. Quand on est adulte, on sait que 6 ans et demi, c'est pas grand-chose. Sur la même période de 6 ans et demi, De Gaulle a diminué l'endettement public extérieur de 85,2% et Macron a fait croître la dette publique française de 1 000 milliards d'euros de plus 50%. Alors la dette publique, les plus 50% comprennent aussi bien de la dette publique extérieure et intérieure, mais il y a plus de la moitié qui est détenue par de l'extérieur. Ça veut donc dire que Macron a considérablement non seulement renforcé notre dette publique, mais également notre dépendance, notre sujétion à l'étranger. Les Français doivent maintenant regarder la réalité en face. Il faut absolument que les Français se disent qu'il ne faut plus jamais écouter les grands médias qui vous disent de voter pour Pierre-Paul Jacques. Les médias veulent absolument maintenant nous fourguer quelqu'un comme Édouard Philippe. Édouard Philippe, il a déjà ruiné, il est en train de ruiner la ville du Havre, et il a largement participé à l'explosion de la dette publique française. Donc jamais, ne votez jamais pour Édouard Philippe. Jamais. Mais ne votez pas non plus pour quelque responsable politique que ce soit qui ne soit pas capable de vous montrer qu'il est un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire en bon père de famille. Et vous me permettrez de conclure là-dessus. Nous avons des partis politiques qui sont gavés d'argent public. Le Rassemblement national est gavé d'argent public, des millions qui découlent justement de ces résultats aux élections. Les filles gavées d'argent public. Renaissance, enfin En Marche et Renaissance, n'en parlons même pas. Parti socialiste, EELV, ils ont tous des millions, parfois des dizaines de millions d'euros. Et malgré cela, ils sont tous en quasi-faillite. Ils ont tous des endettements extraordinaires. Je voyais M. Bardella qui se félicitait il y a quelques jours d'avoir fini de rembourser le prêt contracté par Mme Le Pen auprès d'une banque russe. Mais, sauf erreur de ma part, ils ont des prêts auprès de banques aux Émirats arabes unis. Ils sont dans une situation financière quand même précaire qui les a forcés à vendre leurs biens immobiliers, le fameux paquebot.
C'est pareil pour le Parti socialiste qui a été obligé de vendre le très prestigieux hôtel particulier de la rue de Solferino face au musée d'Orsay pour trouver des locaux un peu moins prestigieux à Ivry-sur-Seine pour faire des économies parce qu'ils étaient en faillite en fait. ELV est au bord du trou. Enfin, ils sont tous dans une situation. Les Républicains, pareil. Ils ont été tellement en déficit qu'ils ont dû revendre leur siège qui était rue de Vaugirard et ils l'ont vendu à un fonds d'investissement allemand dont ils sont désormais les locataires. Parti gaulliste et qui est le locataire d'un fonds d'investissement allemand, c'est quand même assez croquignolet. Mais là aussi, ils sont dans une situation très difficile financièrement. Et ces gens qui ne sont même pas capables de gérer leur petite boutique, leur petit parti politique, alors qu'ils croulent sous l'argent public, veulent vous faire croire qu'ils vont gérer la France merveilleusement bien. Avant de voter pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les élections européennes qui arrivent, avant de voter pour un parti, assurez-vous de son sérieux en regardant ses comptes. Et en regardant ce qu'il produit. Je l'ai déjà dit, je le répète, s'agissant de l'UPR. Depuis la création de l'UPR, nous avons eu 0 € d'argent public. 0. Tout simplement parce que malheureusement, aux élections législatives de 2017, quand on s'est présenté, on n'a eu que 40 candidats qui ont atteint et dépassé 5% des suffrages. On a eu 0 € et on a toujours 0 € d'argent public. On a toujours 0 € d'argent venu de sociétés, d'argent louche, d'argent, les fameuses valises de Poutine, de Xi Jinping, d'Erdogan, etc., que, paraît-il, nous recevons, n'existe évidemment que dans l'imagination des trolls qui nous attaquent. Pensez bien d'ailleurs qu'on doit être suivi à la loupe par les autorités compétentes ainsi que par Interpol. Nous, on est absolument blanc-bleu. Nos seules ressources, c'est vous. Ce sont vos adhésions, vos cotisations annuelles et éventuellement les dons. Plus quand vous faites quelques achats menus à la boutique, on a une petite marge. Ce sont nos seules ressources qui sont d'ailleurs certifiées par notre trésorière, par notre expert comptable, plus par 2 conseillers, 2 commissaires aux comptes différents et enfin par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Voilà. Eh bien, nous avons donc 0 € d'argent public. Et malgré cela, nous avons 0 € d'emprunt bancaire. Nous avons 0 € d'endettement extérieur. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous faisons les vidéos les plus vues de tous les partis politiques français. Alors, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Comme on dit, c'est un dicton populaire, les chiens ne font pas des chats. Pour ce qui me concerne, depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui a une bonne gestion de ses propres deniers. Alors certains astrologues disent que je suis du signe de la Vierge, donc c'est vrai que les natifs du signe de la Vierge sont particulièrement précis, paraît-il, pour ce genre de sujet. Je ne sais pas si c'est égal, en tout cas c'est mon cas. Voilà. Moi, je n'ai pas gagné des fortunes considérables, j'ai été très bien payé comme haut fonctionnaire, mais je n'ai pas gagné des fortunes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros ou même en millions d'euros comme M. Macron l'a gagné, et puis paraît-il, on ne sait pas où est passé son argent. Bon. En attendant, eh bien moi, c'est ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille, c'est ce qu'on expliquait dans le temps. Eh bien, j'ai créé un parti politique qui est à mon image, c'est-à-dire un parti politique qui a 0 € d'argent public, qui ne vit pas sur la bête, qui produit des choses suffisamment intéressantes pour que des gens spontanément l'aident à exister. Et nous avons une gestion qui est extrêmement rigoureuse, d'ailleurs toujours félicitée par nos comptables. Chez nous, il y a très peu de salariés. Nous avons en fait 4 salariés, plus quelques contrats avec des prestataires de services extérieurs
ou quelques auto-entrepreneurs que nous prenons à temps partiel. Voilà, donc au total, nous avons quelque chose de limité. Les produits que vous voyez là, que vous avez sous les yeux, cette vidéo, eh bien, elle est faite par Lucas Miller, qui est le responsable de l'UPR, qui assure à la fois la captation vidéo, plus le mixage, plus le montage, et qui est salarié à un niveau quand même tout à fait modeste. Et puis il y a moi. Voilà, nous sommes deux. Parfois, on a également l'aide de Marc, mais qui est un bénévole, qui travaille par ailleurs et qui nous donne un petit coup de main bénévolement et gratuitement. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ces produits, on a une gestion rigoureuse, extrêmement rigoureuse. Donc il n'y a pas de mystère, hein, les chiens ne font pas des chats. Ça veut dire que si, en la prochaine élection présidentielle, vous voulez vraiment avoir quelqu'un, un chef d'État, qui prenne les choses à bras-le-corps, comme si c'était son propre ménage ou comme si c'était sa propre société ou son propre parti politique, ben moi je peux vous dire que si j'étais à la tête de l'État, nous ferions des économies considérables, y compris d'ailleurs des économies d'ordre symbolique, comme par exemple lorsqu'on a un dignitaire étranger, on ne ferait pas ce qu'a fait Macron en recevant Charles III avec cette espèce de présentation extraordinairement dispendieuse. Voilà, bien sûr, je sais bien, je suis pas bête, je sais bien qu'à l'échelle des coûts de la République, quelques millions, quelques dizaines de milliers d'euros, d'ailleurs l'Élysée ne sait même pas combien ça lui a coûté. Donc je sais bien que c'est une goutte d'eau, mais parfois les gouttes d'eau sont extrêmement symboliques. Si un jour je suis élu président de la République, je taillerai dans le vif des dépenses de l'Élysée, qui sont absolument considérables. J'ai à l'esprit le chiffre qui avait été établi par le député René Dauzière en 2020 d'un budget de l'Élysée de 106 millions d'euros. Mais c'est totalement inouï. C'est totalement inouï. Par exemple, je taillerai dans le vif de la flotte aérienne. Il n'y a pas besoin que le président de la République ait plusieurs appareils, plusieurs avions. Je taillerai dans le vif des dépenses de ma femme, parce que ça n'existe pas, la première dame. C'est faux, ça n'existe pas. Elle n'a pas besoin d'avoir, elle doit être traitée avec les égards dus à son rang, le conjoint du président de la République. Mais on ne peut pas, à aucun moment, considérer qu'on va ouvrir un budget considérable. Bien sûr, ce sont des petits ruisseaux, mais vous connaissez le dicton, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Donc, la première chose que je ferais si j'arrivais à l'Élysée, c'est que je peux vous dire que je diviserais au moins par deux, peut-être par 2,5, ou voire 3, le budget de l'Élysée. Et puis pareil pour les cabinets ministériels, et pareil pour le train de vie de l'État, et pareil pour le train de vie des collectivités locales. Puisque d'ailleurs, je l'ai dit, je ferais supprimer les régions par la loi, et on diminuerait aussi le nombre, par exemple, de parlementaires. On n'a pas besoin d'avoir 577 députés, quand on voit d'ailleurs que les salles, que l'hémicycle, dans 90% du temps, est vide à 80%. Voilà. Donc, il y a toute une série d'économies, je renvoie à mon programme, qui seront effectuées, y compris des économies de nature symbolique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Malheureusement, la situation va s'aggraver d'un point de vue financier. Je suis désolé, je n'y suis pour rien. Moi, je n'ai jamais voté Macron. J'ai même, en 2022, appelé en désespoir à voter pour Madame Le Pen tout plutôt que Macron. Bon, c'est Macron qui a été réélu. Voilà, donc il faut boire le calice jusqu'à la lie, mais surtout, n'écoutez plus les radios, n'écoutez plus les télés. Comprenez bien que tous les partis politiques, du Rassemblement national jusqu'à LFI y compris, sont tous des partis qui ont en eux-mêmes une très mauvaise gestion de leurs propres affaires. Ils n'ont aucune leçon de bonne gestion à donner, puis ils sont tous au bord de la faillite. Faites confiance là comme ailleurs, là comme sur toutes les analyses politiques et programmatiques que je vous propose, sur les questions financières. Regardez la situation financière de l'UPR et voyez avec quelle parcimonie, avec quelle utilisation astucieuse des ressources que vous nous donnez, nous arrivons à faire quelque chose de formidable. C'est le parti dont les analyses sont les plus suivies sur Internet. Vive la République et vive la France!